Jeudi 5 mars 2020, l'urbaniste Jean-Pierre Charbonneau présentait à la librairie Ombre Blanche son livre Les aventures de Monsieur Urbain, recueil d'articles notamment de la revue Tous Urbains, dont il est membre fondateur, et publié aux éditions L'Aube. Bonne écoute. What is that overstated? Pour qui ne travaille pas dans le domaine de l'urbanisme, qu'on sache. Vous avez le droit de lever la main. Hein. Non, mais c'est pour que Jean-Pierre sache avec qui il parle, quoi. Bon. Donc tu es fixé. Je suis fixé. T'es fixé mais sur... vous ne travaillez pas dans l'urbanisme, mais vous êtes concerné par l'urbanisme. Non, mais en plus, bienvenue à ceux qui ne sont pas urbanistes. C'était pas du tout, c'était au contraire, mais c'était pour que Jean-Pierre sache à qui il parlait. Et je vais juste faire quelques mots d'introduction pour que vous sachiez qui va vous parler. Bon, l'idée, c'était d'organiser un peu une réunion de concertation, parce que Jean-Pierre est très branché sur ça. Il est très soucieux que les réunions soient toujours très bien préparées. Et donc, je voulais juste vérifier qui avait travaillé le dossier avant d'arriver. Bon. Vous pouvez lever la main. Donc, c'est mal barré. Donc, ça me revient d'essayer d'animer les dispositifs en sachant que j'ai lu dans l'ouvrage qu'on va commenter, qui est Les aventures de Monsieur Urbain, que l'urbaniste est en charge de la dispute. Et donc, je joue ce rôle-là, d'être en charge d'animer la dispute aujourd'hui. Le principe, mais alors là, j'espère que vous jouerez le jeu, bon, alors le problème, c'est qu'on est tous en mode TGV, donc tous les uns derrière les autres, ce qui n'est pas très pratique, mais réellement, ce qu'on souhaiterait, c'est que très vite, vous interpelliez Jean-Pierre et que le débat s'instaure. D'ailleurs, on va faire comme ça. Voilà. Pendant la séance, de manière à se rapprocher un peu de vous. Et ceux ou celles qui sont au fond, vous avez le droit de vous rapprocher. Hein. Il y a encore plein de chaises là devant. C'est sûr qu'en termes d'aménagement de l'espace, on fait mieux. Juste pour vous permettre de préparer vos interventions, moi j'ai noté une dizaine de thèmes sur lesquels on peut travailler. Alors on ne va pas tous les évoquer, mais dès à présent, je m'étais dit qu'on aurait pu se demander si l'espace public se portait bien en thème 1. Est-ce que c'était un espace de communion ou un espace de conflit ? Où est-ce qu'on mettait l'argent ? C'est un peu tout ce que j'ai glané dans le livre. Hein. Est-ce qu'on pouvait faire bien avec peu ? On aurait pu parler de toute la question de l'organisation, des méthodes, parce que ça, c'est vraiment ce que Jean-Pierre adore. Quel est le rôle du politique ? Est-ce que la concertation est utile ? Ça, c'est pour Jean-Charles. Je sais pas. Parce qu'il y a les Verts qui sont représentés ici, je te le dis. Et est-ce que les transports en commun sont une nouvelle mode ? Donc ça fait ça fait une dizaine de... Ah, j'avais mis aussi, si on a encore du temps, l'art et la ville. Et est-ce que l'État n'est pas un frein ? Bon, je me suis dit 10 points comme ça vous permet... Le dernier, on le met vraiment en dernier, hein, parce que sinon on va rester dans une théorie qui va nous ennuyer tous. Voilà. Bon. Alors, juste pour présenter un peu Jean-Pierre, pour qui ne le connaît pas, parce que alors, cette fois-ci, je parle au nom urbaniste, parce que Jean-Pierre Charbonneau est quand même assez connu dans le milieu des urbanistes. C'est d'abord, personne n'est parfait, un ingénieur. Donc, c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de faire appel aux ingénieurs, et en plus, arts et métiers. D'habitude, on a plutôt des paysagistes, des architectes, etc. Et c'est un architecte qui n'est pas parti chez Airbus. Bon, il n'était pas du tout de Toulouse au départ. Un ingénieur. Oui. Oui, mais tu as dit c'est un architecte qui n'est pas parti chez Airbus. C'est un lapsus. Pour la concertation, on prendra quelqu'un d'autre. Hein. Il expliquera pourquoi il est parti vers l'urbanisme en passant par des détours assez complexes, par la sculpture, qu'il m'expliquait tout à l'heure, et par le domaine artistique avant d'arriver à Lyon. Donc, pour citer Michel Lussault dans son introduction, c'est pas un homme du dessin IN, mais du dessin EIN. C'est pas mal. Avec quand même une posture très libre, justement, du fait qu'il ne soit pas obligé de remplir son chiffre d'affaires de mètres carrés de bâtiments ou de mètres carrés d'espace public.
Ça lui permet d'avoir une posture vis-à-vis des élus assez libre pour pouvoir justement essayer d'aiguiller, d'épauler et je dirais de faire de l'assistance à élus sans être lui-même dans une posture trop contrainte. Donc une notoriété certaine qui date quand même de 89, parce qu'on disait qu'à cette époque-là, tout le monde faisait le voyage de Barcelone quand on était urbaniste. Hein, comme on a tous, enfin, il y en a d'autres qui l'ont fait. Quand on faisait les études à l'époque d'urbanisme, on partait tous à Barcelone parce que c'était la seule ville qui parlait vraiment d'espace public, qui changeait un peu les méthodes de faire. Et puis, il y a une ville en France qui a pris le relais, et c'est la ville de Lyon. Et il y avait à l'époque Michel Noir qui était maire. Je pense que Jean-Pierre en parlera. Il y avait Henri Chabert, qui était adjoint à l'urbanisme, et il y avait Jean-Pierre Charbonneau, qui était à la manœuvre en tant que consultant. Et l'expérience lyonnaise, on en parlera, a vraiment changé les choses, d'une part sur la manière d'organiser la maîtrise d'ouvrage ou d'organiser les services pour arriver à produire de l'espace public, et de l'espace public, que ce soit au centre-ville ou en périphérie, et rapidement et de manière assez spectaculaire. Mais Jean-Pierre ne voudrait pas être réduit à son tube, je voudrais dire. Donc assez vite, après l'expérience lyonnaise, il a cherché un peu à brouiller les cartes et à partir sur d'autres expériences. On le retrouve à Saint-Étienne avec Michel Tolière comme maire, où il met en place un atelier avec des jeunes designers qui travaillent sur des dizaines d'espaces sur des micro-interventions. 130. On le retrouve à Saint-Denis. C'est le côté ingénieur, hein, je fais toujours le compte. On le retrouve à Saint-Denis, où après de multiples réunions de concertation, il restructure le centre-ville. On le voit à Copenhague aussi. Et puis plus récemment, il travaille alors à Bordeaux, mais pas sur les... Mais alors avec des nouvelles méthodes dont on parlera, je pense, à Périgueux ou à Montpellier, où il est plus, on en discutera, mais plus sur l'inflexion des choses et moins sur une réorganisation drastique des services et de l'organisation et du dispositif comme il avait pu le faire à Lyon. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de discuter, de savoir si c'est lui-même qui a changé de posture ou si c'est les contraintes qui dictent la réalité. Donc le livre que vous n'avez pas lu, si je comprends bien, n'est pas un ouvrage théorique. Il y a assez peu de propos finalement théoriques sur la ville. C'est pas non plus le Ginette Mathieu de l'urbanisme. Jean-Pierre le dit souvent, il n'aime pas les recettes de cuisine. Il considère que chaque projet nécessite de s'approprier le contexte et les acteurs. Et alors c'est un livre un peu hybride, qui est un recueil de textes d'intervention, soit il peut y avoir une discussion avec Michel Courajou au pavillon de l'Arsenal, il peut y avoir pas mal d'extraits de la revue sur lequel dont Jean-Pierre est cofondateur, qui est Tous Urbains, etc. Donc c'est un recueil de textes divers et variés, et qui au final fabrique quelque chose qui a pas mal de sens, justement, avec des fois des contradictions, des fois des répétitions, mais au fil de la lecture, qui raconte quand même quelques décennies, je ne sais pas combien, mais enfin, disons quelques décennies de travail. Ça permet comme ça de faire un tour d'horizon très, très vivant de ce qu'il a fait. Alors il y a une posture qui se dégage de ce livre, que j'ai senti moi. C'est une espèce d'incurable optimisme. Je suis assez étonné. L'avenir peut se révéler plus gai. Je suis d'accord. Ouais, non, c'est chouette. L'avenir peut se révéler plus gai, plus ensoleillé que le présent. Vous voyez, c'est pas moi qui écrirai ça. Plus humain, etc. C'est marqué aussi de beaucoup de bienveillance. Pourtant, après des décennies à s'énerver contre tous les services techniques, il y a encore vraiment une très grande bienveillance dans le propos, et c'est à noter. Et c'est aussi marqué du pragmatisme. Vraiment, c'est quand même ce qui ressort très, très fort. Le fait de se dire on fait avec les gens et avec le contexte qui est là. Et on ne fait pas des plans sur la comète, sur des villes utopiques, etc. On essaye de faire ici et maintenant. Et ça, je crois, et de travailler très vite sur l'agir. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très particulier, de travailler à la fois sur le temps long et sur le temps court.
Bien sûr, pendant longtemps, il s'intéresse beaucoup à l'espace public, même si maintenant il considère que ce n'est pas le sujet principal. Et on peut dire qu'il fait de l'urbanisme en marchant, je crois que c'est lui-même qui le dit d'ailleurs. Non, mais moi qui l'ai écrit, mais c'est un peu le sentiment que ça donnait. Et puisque je sais que ta compagne travaille sur des ouvrages proches de Richard Sennett, je suis obligé de citer, je ne sais pas parler sans citer Sennett, donc dans ce que c'est la main qui théorise que faire, c'est penser. Et je me suis dit que ça synthétisait pas mal cette approche où finalement la pensée de la ville se construit en agissant. Je me trompe peut-être. Mais... Et donc, comme il n'y a pas de théorie de la ville, elle se dessine en filigrane au fil de ses lectures et au fil de tes travaux. Et cette ville que je vois se construire dans cet ouvrage, c'est donc loin de la ville d'idéal. C'est pas du tout un archétype qui plane. Il y a pas, c'est pas des grands plans idéaux que tu souhaites mettre en œuvre. C'est pas des images de smart city, n'en déplaise dans certains élus, ni des rêves de villes durables qui sont, comme tu le dis, un terme générique qui serait comme ça duplicable, sorti de son contexte. Mais au contraire, c'est une ville vivante qui laisse beaucoup de place à l'informel, qui intègre beaucoup la notion de complexité. Ça, tu en parles. Il y a le mot bienveillance sans arrêt, il y a le mot complexité sans arrêt. Et le mot méthode aussi. Et une ville qui valorise les usages. On parle beaucoup d'usages. Et une ville dont tu vantes l'incomplétude et le fait qu'on n'est pas là pour finir quelque chose, mais qu'on est là pour, je dirais, et surtout pas cette idée de finir les choses, mais d'être dans quelque chose, au contraire, en perpétuelle évolution. Je ne sais pas si j'ai résumé un peu. J'ai plus rien à dire, en fait. Ah bah attends, bon, après, c'est des questions à attaquer. Et puis après, on va pouvoir rebondir sur les différents thèmes. Je vous laisse interroger Jean-Pierre autant que moi. Tu pourrais nous dire juste... pourquoi tu es si positif, finalement ? Je me demande... Je sens un air soupçonneux quand tu... J'ai l'impression... écoutez, moi, bonsoir, déjà, et merci d'être là, parce que je sais qu'il fait moche dehors. Donc, il faut vraiment être positif pour venir ici d'un jour pareil, avec un temps pareil qui nous plombe un peu tous. Et si on ajoute un corona, quelque chose, ça fait beaucoup de choses. Et pourtant, on est là. Et... je suis positif parce que je pense qu'il y a toujours des trucs à faire, que les choses ne sont pas données, que les choses ne se font pas forcément toujours comme ça. Mais j'ai toujours, régulièrement, parfois j'ai un peu le blues. Quand je me dis, ouais, en ce moment, qu'est-ce qui se passe et tout, mais qu'est-ce que tout le monde a pour que l'ambiance soit si pathétique ? Et puis je pense aux gens qui sont sortis de la guerre de 14, où il y a eu des millions de morts. Et puis je pense aux gens qui sont sortis de la guerre de 40, et je me dis, on n'en est quand même pas là. Puis on peut penser aux gens à Lesbos qui aussi rament, ou ailleurs. Et donc, relativisons la difficulté des choses dans lesquelles on est. Et je me suis aperçu au fil des... Alors, du coup, je vais mettre des chiffres. Ça fait à peu près 40 ans que je travaille sur l'urbain. Ça fait 39 ans exactement. J'ai commencé en 81 comme conseiller artistique de Rennes. Et j'ai toujours cherché, même dans les moments complexes, dans les situations complexes, on peut toujours en sortir quelque chose. Alors, pourquoi je parle de bienveillance ? C'est que à partir du moment où on ferme les portes, c'est-à-dire que si je suis devant un problème urbain, et puis que je me dis que les autres n'y comprendront rien ou qu'ils ne pourront rien faire et qu'ils vont m'embêter, c'est pas comme ça qu'il va se résoudre. Et donc, au fond, l'évolution urbaine, l'évolution d'un quartier, d'un espace public, etc., se fait toujours avec les autres. Et avec les autres, j'ai remarqué, et je suis pas candide, hein, c'est pas le paradis, hein, j'ai remarqué qu'on trouvait la plupart du temps un certain nombre de réponses. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas, pour moi, parce que je n'ai aucune vertu à faire des généralités, donc je ne crois pas aux villes utopiques, tu l'as dit tout à l'heure, mais je trouve que la ville utopique, c'est la ville de maintenant qu'on améliore. Et on ne l'améliorera jamais définitivement, puisque
bon, moi j'ai des enfants, vous en avez, on avait des parents. Au gré du temps qui passe, de la société qui évolue, des générations qui passent, eh bien les villes évoluent. Elles n'évoluent pas simplement parce qu'on va y construire des logements ou parce qu'on fait un tram à la place d'un bus. Elles évoluent aussi parce que les générations changent. Et puis aujourd'hui, on voit bien, moi j'habite à Paris, je racontais tout à l'heure que dans ma rue, où fréquemment beaucoup soit des SDF, soit des migrants viennent s'installer et passent un moment là, on vit aussi dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans le lieu dans lequel on est, dans lequel on habite, et on vit dans le monde. Et au fond, ce que j'ai remarqué, c'est que les territoires étaient une manière de résoudre temporairement un certain nombre de sujets, mais qui continueront. La société ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'on aura fini un bâtiment, ou qu'on aura fait la place du Capitole, ou qu'on aura fait une ligne de tram. Je dis ça parce qu'on est à Toulouse, mais je pourrais parler de Lyon ou de Montpellier où je travaille actuellement. Les villes ne s'arrêtent pas. Donc on est de passage. Alors je vais essayer d'être à la fois professionnel et puis de m'adresser à des gens qui ne le sont pas. On est de passage. Et en ce sens, mon expérience à Lyon m'a montré qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Donc j'ai été conseiller technique de Lyon pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, même avec 2 vice-présidents différents. Et en fait, on est parti d'un territoire, le Grand Lyon, qui faisait des routes, des ronds-points, etc. Un territoire qui était capable de travailler sur l'espace public, de faire les grandes places, d'aller travailler dans les grands ensembles. J'ai été responsable des Minguettes, qui était à cette époque le plus grand ensemble de France. On a été capable de faire évoluer les Minguettes, Vaux-en-Velin, en faisant venir un lycée, en faisant venir des lignes de bus, en plantant des arbres, en mettant des bancs, en créant des espaces, en travaillant sur le logement. Donc j'ai vu comment, à partir du moment où on ne travaille pas dans son sillon et où on ouvre les écoutilles avec d'autres, que les transports, ce n'est pas le Grand Lyon. Les transports, c'est la Société des transports. Et puis l'habitat, c'est les offices d'HLM. C'est comme ici, comme à Toulouse. Et puis les espaces publics, c'était soit la ville, soit la communauté. Donc on est forcé de travailler en partenariat. On est forcé de travailler avec les habitants parce que c'est eux qui vivent les lieux. Et puis ceux qui savent ils savent leurs problèmes. J'y reviendrai. Parfois, je suis aussi... Parfois, je peux être contre aussi le fait qu'on fasse 3 réunions avec les habitants, leur demandant à chaque fois, bon, vous voulez quoi? Bon, la deuxième fois, on revient, 2 mois après, vous voulez quoi? Et je me souviens d'une ville dans laquelle on m'avait fait venir, parce que ça faisait 3 fois que les gens étaient appelés à la concertation, et qu'on leur demandait 3 fois qu'est-ce qu'ils voulaient, et qu'au bout de 3 fois, on n'avait toujours pas apporté un embryon de proposition de réponse. Pas une réponse définitive, mais excusez-moi, mais un embryon de proposition de réponse. Donc la concertation pour moi est très importante, mais la concertation, c'est pas de brasser du vent en fait. Derrière, ce qui me paraît important, c'est de faire. Tu le disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut passer à l'acte. Quand on travaille sur un grand ensemble, il y a des gens qui vivent avec des rats dans la cave, il n'y a pas d'espace public. Les gamins sont obligés de passer au milieu des voitures pour aller à l'école. Ça, on peut l'améliorer. Travailler, faire le métier que je fais ou celui que tu fais, c'est pas rendre la ville parfaite. De toute façon, elle bougera, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est à un moment donné, améliorer des choses qui doivent l'être. C'est en effet faire des squares, faire des rues, mettre des trottoirs. Il y a souvent des villes qui n'ont pas de trottoirs. Et puis c'est passé de ce qui était à une époque une ville pour la bagnole à une ville qui est faite pour des usages très complexes, multiples, et pour les gens. Donc pour cette raison, je suis optimiste, parce que j'ai vu la transformation. Je l'ai vu à Lyon. Je l'ai vu au centre-ville de Saint-Denis aussi, où c'était un centre-ville qui était complètement envahi de voitures.
et maintenant qui vit très bien. Enfin, c'est un peu dur, hein, c'est un endroit compliqué, mais n'empêche que les villes ne sont pas là pour éluder la complication de la vie sociale. C'est pas l'aménagement qui peut le faire. C'est la politique, c'est l'engagement des gens, c'est tout ça. C'est les conflits. Moi, j'accepte les conflits, donc j'aime bien, tu le disais tout à l'heure. Au contraire, dans une réunion, j'aime bien qu'on dise ce qu'on pense. D'ailleurs, là, je parle un peu longuement, mais après, on va vous poser des questions de manière à ce que vous disiez qu'est-ce qui vous agace à Toulouse ou ailleurs. Hein. Qu'est-ce qui vous agace? C'est important de dire à un moment donné, si on ne se dit rien, on ne peut pas savoir. Et les choses ne tombent pas du ciel. Donc, pour ces raisons, j'aime bien le conflit, mais le conflit comme quelque chose qu'on partage. On fait un bout de chemin ensemble et à un moment, on s'aperçoit, en travaillant ensemble, on s'aperçoit que si on reste braqué sur notre conflit, on ne va rien changer. Or, il y a des choses à changer. Et par exemple, si on parle technique, moi j'aime bien quand on a un projet, quel qu'il soit, avoir plusieurs options. Et les options, on les donne à discuter. Et là, le commerçant sera pour, l'institut sera contre, le résident sera pour, etc. Et une fois que tout le monde a parlé, chacun commence à comprendre qu'il n'est pas tout seul. Et à partir du moment où on a la conviction collective qu'il faut de toute façon faire quelque chose, eh bien, ça donne les conditions pour commencer à choisir. Donc c'est de cette façon que moi, je travaille avec le conflit, en fait. Ce n'est pas le conflit pour se battre. Derrière, ça renvoie aussi justement à la bienveillance. C'est-à-dire quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, et il y en a plein ici qui ne sont pas d'accord avec moi, mais n'empêche que je respecte votre point de vue, et c'est bien comme ça. Et si on discute, on verra si on a un terrain d'entente. Et je me suis aperçu que par rapport au conflit qu'il y a en ville, 80% des choses peuvent être réglées, vraiment, par les projets, par les décisions, etc., par le consensus. 80% des choses sont de l'ordre du consensus. Il y a 20% de choses qui doivent être en effet décidées, arbitrées, choisies. Donc ça, c'est au travers, j'ai travaillé sur à peu près 1500 sites réalisés maintenant, et c'est une statistique qui est complètement personnelle, qui n'a aucune valeur scientifique. Mais bon. Donc voilà, je voulais raconter ça, c'est que pour moi, c'est je suis optimiste, parce que j'ai vu comment j'ai commencé donc, dans les années 80, et moi je m'occupais plus d'art, puis d'art dans l'espace public, et puis j'ai vu à partir des années 90, certains n'étaient peut-être pas nés d'ailleurs ici, et d'autres l'étaient, j'ai vu l'évolution des métiers, j'ai vu l'évolution de la conscience. Il y a aujourd'hui des universités, des écoles qui forment des gens qui sont très bons. Quand j'ai démarré au Minguette, moi j'étais ingénieur, en effet, j'y connaissais rien. Et je savais faire travailler des artistes dans l'espace public. Mais les Minguettes, ce n'est pas des artistes dans l'espace public. La question, il y avait 11 000 logements, donc ce n'est pas en mettant une sculpture à un endroit que vous allez régler le problème. Ça, c'est mon pragmatisme à moi. Donc, le fait de commencer à comprendre qu'est-ce qu'est la réalité et ne pas rentrer dans des trucs qui sont une réalité un peu illusoire ou plaquer la réalité qu'on pense d'un endroit, la plaquer sur l'endroit lui-même. Donc, cet excellent ouvrage que je vous recommande, qui s'appelle « Les aventures de Monsieur Urbain », il y a une cinquantaine d'articles, et je suis en train d'en écrire un autre, mais cette fois, les articles ont été écrits sur 6 ou 7 ans, et là, je viens d'en écrire un, mais où les articles se suivent cette fois. La première partie, c'est comprendre. C'est-à-dire que je ne crois pas, tu l'as dit tout à l'heure, je ne crois pas aux recettes. Et dans nos métiers, on a trop... Alors, à une époque, l'urbanisme, c'était juste les nouveaux quartiers. Ou alors, c'était la voirie. Mais ce n'est pas ça. L'urbanisme, ça cause des transports publics, de la vie sociale, de la vie culturelle, de l'espace public, des bâtiments, du paysage.
Donc la première chose, la première partie, c'est comprendre. Et c'est-à-dire que j'ai voulu insister sur le fait que c'est important de savoir où on met les pieds et quel est le problème. Et le problème n'est pas le même partout. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, tu y faisais allusion tout à l'heure, je disais, l'espace public n'est plus un problème. Pour moi, pas forcément partout. Hein. C'est-à-dire que, oui, il faut continuer à travailler sur l'espace public, mais pour moi, aujourd'hui, le problème, c'est la transition écologique. Donc, je ne l'ai pas inventé, hein, comme vous le savez. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, moi aussi, je suis capable d'écouter, d'entendre, de comprendre, et donc d'avancer avec les réflexions générales, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociétales, environnementales, etc. Donc, on se nourrit. Et donc, quand j'ai commencé, ça fait longtemps, tout ça n'existait pas. Il n'y avait pas ça. Les professionnels, c'était des architectes qui s'intéressaient à l'architecture. Si tu fatigues, si tu... Non, ça va. Ça va. Me demande Pour l'instant, ça va. Après. Bon, je te laisse encore. Tu me laisses encore un petit peu, puis après, voilà, c'est un peu. Donc la première partie, c'est comprendre, et c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrive dans un endroit, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les qualités de l'endroit. Alors oui, il y a des problèmes, mais les qualités, c'est quoi? Or, souvent, ça doit apparaître dans un des articles, hein, souvent, on apporte des choses en pensant qu'apportant tout à coup un bâtiment ou un truc ou un machin, tout à coup, ça va tout transformer. Ben, non, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. On n'a simplement pas l'attention qu'il faut à les mettre en valeur, à les redonner à voir, à les redonner à vivre. Ça peut être un square, ça peut être des arbres, ça peut être parfois des choses très simples. Vous avez des grandes promenades avec juste des arbres et de l'herbe aux pieds. Parfois, il ne faut surtout pas se mettre à aménager. Il faut juste dire bah, c'est bien, donc on le protège. On ne va pas faire n'importe quoi dessus. Donc, je me méfie parfois de mes collègues qui aménagent partout. C'est-à-dire, parfois, il faut vraiment faire peu de choses. Donc, comprendre les qualités, mais aussi les qualités qui sont dans les collectivités elles-mêmes, les qualités des gens, les qualités. Quand j'ai été travailler à Saint-Étienne en même temps que Lyon, à Saint-Étienne, c'est une ville qui a été un peu comme Carmaux, que tu connais bien. Les mines sont parties, mais depuis les années 70, la ville s'est redressée avec des PME, avec courageusement, et a fait un vrai redressement qui ne l'a pas empêché de perdre 30 000 habitants quand même. Hein. Donc mais sur 200 000, elle est passée à, je crois, 180 000, un truc comme ça. Et ce qui m'a intéressé, parce que c'est Michel Thiollière qui m'a demandé de venir, c'était de dire, mais je ne vais pas me mettre à faire venir des paysagistes parisiens ou toulousains ou de n'importe où. Dans cette ville, il faut qu'on trouve une réponse locale. Quand je dis toulousain, c'est pas, tu auras compris. Hein. Il faut qu'on trouve une réponse locale. Et donc, j'ai travaillé avec les Beaux-Arts et l'école d'archi en disant, bon, on va essayer de former des jeunes pour qu'ils conçoivent les espaces publics du quotidien de la ville. Ce que j'ai fait, je les ai accompagnés. Du coup, dans le sujet de la méthode, oui, il y a de la méthode derrière. Hein. Par exemple, un élément de méthode, c'est que je faisais un atelier tous les 15 jours. Il y avait 15 jeunes. On a fait 3 ateliers. Chacun a duré 3 ans. Il y avait 15 jeunes qui venaient me montrer et discuter. On discutait ensemble de leurs propositions. Après, ils repartaient et ils n'allaient voir les services techniques que quand j'étais d'accord avec. Ce qui était un moyen, parce que les services techniques, je les apprécie beaucoup, je travaille avec eux, mais quand même, ils ne sont pas toujours tendres avec les jeunes. Hein. Donc, sans vouloir... les jeunes ne sont pas tendres avec les services techniques non plus, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien mettre du lien entre des gens qui ont tous des compétences, au fond, et qui sont estimables. Il faut juste qu'elles soient mises au bon moment sur les bons endroits. Et donc, ces jeunes ont réalisé 130 sites. Donc, pendant 5 ans, ils ont aménagé tous les espaces du quotidien de Saint-Étienne. Donc, c'était une réponse stéphanoise. Et en même temps, on a monté avec le directeur des Beaux-Arts, qui avait monté la première biennale de design, on a lancé la Cité du Design avec Michel Thiollière. Et du coup, tout ça, ça continue. C'était dans cette ville-là
On ne va pas faire la cité du design à Auxerre, qui est la ville à côté de laquelle je suis né. Donc, comment on va chercher à chaque fois une réponse qui correspond au site, au lieu. Et en ce moment, j'ai travaillé sur la métropole de Bordeaux. J'ai arrêté, ça fait 1 an à peu près. Et là, l'idée, ce n'était pas de faire des grands projets, c'était comment on fait des projets moins chers, qui prennent en compte les usages, qui sont concertés, qui prennent en compte le développement durable, etc. etc. Donc c'était une évolution du projet, ce n'était pas comment on réorganise un territoire, c'était comment on fait évoluer les projets. Aujourd'hui, à Montpellier notamment, je travaille sur comment, justement par rapport à cet enjeu qui est celui d'aujourd'hui, ce n'est pas l'espace public, c'est comment on fait évoluer la mobilité sur Montpellier. C'est le même sujet qu'à Toulouse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait le point sur le plan climat de Toulouse, j'imagine qu'il y a et que vous avez fait à juste titre, il doit y avoir des objectifs formidables. Et si vous comptez le temps qu'il va vous falloir pour les atteindre, vous allez passer de 5 ou 10 ans à 50 ans. Et dans 50 ans, la situation dans laquelle on est aujourd'hui sera encore pire. Donc derrière, il y a la notion de temps. C'est-à-dire quand on travaille dans l'urbain, on ne peut pas se donner des objectifs comme ça en se disant ouais, on va raser gratis dans 20 ans. C'est qu'est-ce qu'on fait, quels actes on produit maintenant et dans les années à venir pour faire changer, pour faire évoluer une situation. Et toutes les grandes villes en France, c'est pareil. Vous avez le centre, vous avez des activités à l'extérieur, vous avez des transports publics qui drainent simplement une partie. Alors je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'étoile ferroviaire, hein, donc on pourra en parler. Vous avez des gens qui habitent à l'extérieur. D'ailleurs, j'habite chez chez des amis qui m'ont amené en voiture, ici, voiture et métro. Donc on est tous dans cette situation. Et cette situation actuelle n'est pas viable à terme, pour des raisons qu'on connaît tous. D'abord, c'est la loi, mais c'est la loi parce qu'on est tous dans la même planète et qu'on ne peut pas continuer. Donc, il faut que tout ça bouge. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment on fait vraiment bouger ça. Et je le fais aussi à l'échelle de 2 ou 3 petites villes. Et moi, faisant à l'échelle de petites villes ou de grandes villes, ça me permet de réfléchir à ce que d'autres peuvent faire ailleurs et comment ils peuvent s'en emparer pour faire évoluer les pratiques. Bon, je te passe le micro, le temps que je digère ce que je viens de dire. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui veulent intervenir sur ces premiers propos liminaires ? Ou est-ce que je continue à faire Monsieur Urbain urbaniste, non ? Pour le moment. Bon, moi, je voudrais, parce que c'est mon dada, je voudrais reparler d'organisation, comme c'est le tien. C'est vrai que tu parles énormément d'organisation, énormément de méthodes, énormément de questions de comment est-ce qu'on doit organiser les réunions, comment on doit prendre les décisions, etc. Je suis désolé de te reposer la question, je te l'ai déjà posée, mais je la pose officiellement cette fois-ci. Je suis un peu étonné quand même de ton changement de posture depuis l'expérience lyonnaise. Pour résumer quand même, parce que je veux dire, ici, il y a quand même énormément de gens qui ont fait le pèlerinage de Lyon dans une logique d'essayer de comprendre et de reproduire cette expérience. Hein. En quelques mots, l'expérience lyonnaise, c'était quand même un objectif très clair, politique, qui était de remettre l'humain au cœur de l'espace public. C'était une méthode avec un comité de pilotage, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, le premier point, un comité de pilotage politique très structuré, qui voyait passer quasiment tous les projets d'espace public, les grands et les petits, ce qui était très intéressant. Et comme justement les réunions étaient très bien préparées, tous les projets, même petits, pouvaient passer vite parce que les élus avaient les moyens d'arbitrer. Le deuxième sujet sur lequel vous allez travailler, c'est de construire une vraie maîtrise d'ouvrage public, c'est-à-dire d'éviter la verticalisation des services et donc d'avoir des chefs de projet et qu'on a rencontrés. Moi, j'avais rencontré la chef de projet qui gérait le Rhône depuis. C'était des vrais chefs d'entreprise qui géraient le projet du programme jusqu'au chantier et qui avaient de l'autorité sur tous les services.
Tu m'arrêtes, mais Et la troisième chose, c'est que la maîtrise d'œuvre était donnée de manière en mission complète, en partie à des maîtres d'œuvre extérieurs à Lyon pour essayer de faire venir du sang neuf, et pour une partie aussi à des maîtres d'œuvre extérieurs pour créer un microcosme, mais aujourd'hui intérieur. Et aujourd'hui, beaucoup d'agences lyonnaises s'exportent et sont devenues des assez grosses boutiques. Donc nous, on était tout plein d'idéal face à ça, et on n'arrête pas de dire que c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et puis toi, tout d'un coup, tu dis « Oh ben non, finalement, c'est pas ça, je l'ai fait, c'était très bien, mais aujourd'hui, il faut s'adapter au contexte, il faut faire avec. » Et donc, on est tous un peu perturbés. Si j'arrivais dans une ville en disant « Bon, maintenant, vous arrêtez tout, vous arrêtez de prendre des décisions. » Juste cite, parce qu'en 2006, c'est écrit en parlant à Michel Courajou, « Je défends systématiquement une maîtrise d'ouvrage unique, un chef de projet par opération, car quel que soit le lieu, il ne peut être la somme des logiques séparées. Je défends donc une maîtrise d'ouvrage publique. » Et enfin bref, et pareil pour la... Mais je suis toujours d'accord là-dessus. Je suis toujours d'accord. Non, simplement, je suis toujours d'accord. Simplement, moi, quand j'arrive en milieu d'un mandat où il y a une structuration des services qui est très... qui est construite, et puis elle se défait pas comme ça, avec des élus qui sont là depuis quelque temps, des méthodes qui sont là depuis longtemps. Ce que j'essaie de faire, c'est de faire bouger peu à peu. Donc le temps du mandat est un temps important pour moi, et je sais qu'arrivant au milieu d'un mandat, je ne peux pas tout faire bouger. En début de mandat, je peux. C'est ce que j'ai fait à Périgueux. On a complètement réorganisé le mode de production des espaces à Périgueux. Et à chaque fois, j'essaie de m'adapter, comme je l'ai dit à Saint-Étienne, entre Saint-Étienne et Lyon. Les circonstances, on n'a pas toujours un élu comme Henri Chabert, qui est mort maintenant, donc je lui rends honneur, encore une fois. Et les autres, c'est pas parce qu'on n'est pas Henri Chabert qu'on n'est pas légitime. Donc les élus sont légitimes, ils sont élus. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent faire n'importe quoi ou qu'on n'a rien à dire. Et je pense que, moi, en tout cas, je travaille pour des collectivités, mais si j'étais dans une assoce qui a envie de défendre des trucs, je ne me gênerais pas. Voilà, je le dis clairement. Pour l'instant, je travaille encore. Quand je serai dans une assoce, peut-être, c'est-à-dire, ça a été le cas d'ailleurs à Paris, où j'ai fait, avec mon assoce, fermer la rue, planter des grandes banquettes de végétaux avec des arbres, et puis, etc., dans une rue qui est très populaire. Donc, c'est pas non plus c'est pas un endroit très sophistiqué. Donc, ce que je veux dire, c'est que Lyon a été un moment d'exception parce qu'on démarrait à zéro. Aujourd'hui, on ne démarre pas à zéro. Il y a une histoire sur l'espace urbain, une histoire urbaine. L'aménagement en 89, quand j'ai commencé à Lyon, c'était que les voiries. On faisait que de la voirie. Aujourd'hui, tout le monde fait des espaces publics, des places, travaille au Mistral local, etc. Donc, j'arrive dans un contexte qui est déjà formé. Donc, ce que je fais, c'est que je pars, puisque tu me parles de méthode, c'est que je vais chercher les projets. Je vais savoir quels sont les projets. Et je rencontre les gens qui portent les projets. À partir de ce moment-là, ça commence à me permettre de connaître mieux la ville, comment l'organisation est mise en place, et peu à peu, je la fais évoluer de l'intérieur. C'est de cette façon que je travaille. C'est-à-dire qu'à Lyon, on démarrait à zéro, c'était facile, c'était relativement facile, c'était un combat. Imaginez bien que c'était un combat. On en a pris plein la figure. Henri Chabert comme élu et moi comme technicien, comme conseiller technique. On en a pris plein la figure. Donc, vu de l'extérieur, ça paraissait un long fleuve tranquille avec le pragmatisme éclairé d'un ingénieur arrêt métier persuasif. De l'intérieur, c'était du combat continu. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'essaie de comprendre ce qui se passe dans un territoire et peu à peu d'emmener les responsables de projet, peu à peu de construire une maîtrise d'ouvrage quand il n'y en a pas.
Je ne peux pas arriver dans un territoire en disant maintenant vous allez tout arrêter et on va faire de la maîtrise d'ouvrage. Ça n'existe pas. Si on est pragmatique comme je le suis, il faut travailler avec l'existant et le faire évoluer. Je ne suis pas maire, je ne suis pas directeur général, et quand vous arrivez en milieu de mandat, ce temps-là, le temps électoral moi j'aime bien ce temps-là. C'est un temps démocratique, c'est-à-dire que ça dure 6 ans. Au début, les gens sont élus, après on vote pour les uns, on vote pour les autres. Après, il y a des études, on fait, et puis à la fin, si on ne les aime pas, on ne vote pas pour eux. Mais ça, c'est la démocratie. Et ça oblige à faire en un temps court. J'ai beaucoup vu, à une époque, d'études qui n'en finissaient pas. Il y avait un endroit, je vais le citer d'ailleurs, qui s'appelait Euroméditerranée. J'ai travaillé pour Euroméditerranée à Marseille pendant 1 an. En fait, Euroméditerranée passait une commande à un grand architecte. Ça durait 1 an et demi, 2 ans. Au bout de 2 ans, comme ça ne leur plaisait pas, et qu'ils n'osaient pas le dire au grand architecte, ils le mettaient de côté sans lui dire, et ils passaient une autre commande à un autre grand architecte. Et au bout de 5 ou 6 ans, il n'y avait toujours rien de sorti. Et ce qui me paraît très important dans ce métier, c'est qu'avec les moyens du bord et en les faisant évoluer, dans une démarche de mouvement continu et d'évolution continue, eh bien, on commence par des actes. Tu disais tout à l'heure, je crois beaucoup à ça. Je ne peux pas arriver à un endroit en disant, bon, voilà, maintenant, c'est comme ça qu'on va faire. Non, ce n'est pas comme ça que je travaille. Moi, c'est comprendre les gens, comprendre leurs qualités. Il y a des gens de qualité, il y a des organisations qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Il y a des productions qui peuvent être de qualité et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est peu à peu faire évoluer tout ça. Vous me direz que je ne suis pas un révolutionnaire, mais ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a au bout. C'est-à-dire, au bout de 6 ans, on a fait quoi? Je pourrais être très content d'avoir changé l'organisation de services techniques. Ce qui se passe aussi dans ce rythme démocratique, c'est qu'on passe du temps à faire des choses. C'est d'ailleurs le cas dans les grands ensembles. J'ai beaucoup bossé sur tous les grands ensembles de l'agglomération lyonnaise dans les années 90. Et en fait, on avait une procédure. Donc, allez, il fallait rentrer dans la procédure pour avoir de l'argent de l'État, et puis de la région, et puis du département. Et donc, il fallait tourner les projets différemment. Donc, on le faisait, ça nous prenait du temps. Et puis, paf, le Premier ministre changeait. Le ministre de la Ville changeait. Et du coup, on allait voir ce qu'on allait voir. Il y avait une nouvelle procédure, il fallait faire un nouveau dossier. Et pendant tout ce temps, eh bien, dans les grands ensembles, les choses n'avaient pas bougé. Et donc, il y a eu des HVS. Enfin, c'est d'ailleurs, c'est presque de la poésie pour moi. HVS, DSU, DSQ, il y en a d'autres comme ça. Enfin, c'est toutes les procédures. Et il y en a, je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine depuis ce temps-là. Donc, ce qui m'importe beaucoup, moi, c'est d'avancer en marchant. Mais si, par exemple, tu compares ce que tu as fait actuellement à Périgueux ou à Bordeaux, où tu n'étais pas sur les gros projets à Bordeaux, pour que tout le monde comprenne, tu n'étais pas sur les gros projets avec des grandes maîtrises d'œuvre, etc. Tu étais au contraire dans l'accompagnement des services techniques pour essayer de les aider à améliorer les projets, etc. Tu as été finalement dans une production et à Montpellier, c'est assez proche de ça. Tu étais plus dans l'idée d'arriver à infléchir un peu, je dirais, la production, j'allais dire, quotidienne des services techniques, plutôt que de produire, ce qui était le cas à Lyon, je dirais, des dizaines d'espaces en eux-mêmes relativement exemplaires. Est-ce que tu n'en tires pas une certaine frustration? Oui et non. Rétrospectivement. Oui et non. Je suis frustré parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui sont faites qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire. C'est clair. Là où je ne suis pas frustré, c'est que ce qui me gêne aujourd'hui quand on fait le rapprochement avec Lyon, c'est qu'aujourd'hui, l'espace public est devenu assez banal. Enfin, tout le monde veut en faire. Tout le monde veut en faire. Tout le monde dit en faire. Or, la production n'est absolument pas à la hauteur de ce qu'on dit faire. Et elle se fait souvent dans des endroits où même cette question de la qualité, on est encore dans des visions complètement fonctionnelles. On n'est pas dans
Alors pour le coup, on n'est pas du tout dans l'utopie. Hein. Quels sont les rayons de giration des bus, combien je vais pouvoir garder de places de stationnement, les réseaux, je les mets où, les arbres, on verra bien. Donc ça, c'est la production quotidienne. Dans la plupart des villes, on n'est pas... même à Lyon, d'ailleurs, il y a une baisse de qualité parce qu'ils sont revenus de l'idée qu'un lieu, c'est un lieu complexe avec des contradictions, où il faut arbitrer, où il faut faire projet. Ils sont revenus à l'accumulation de réponses à des demandes techniques. Et du coup, oui, je suis frustré sur ça, mais je ne crache pas sur le fait de faire évoluer ça, parce que c'est là que se produit réellement l'espace urbain dans les villes. Et toutes les conditions lyonnaises ne sont pas remplies ailleurs. Donc la condition politique lyonnaise n'est pas remplie ailleurs. Mais est-ce que je vais rien faire? Pas du tout. Donc je continue à ma manière et dans la mission que j'ai. Il y a des endroits où j'ai arrêté de travailler parce que je trouvais que c'était nul, que j'avais honte de ce qu'on produisait. Ça m'est arrivé. Je dirais pas où. Actuellement, ce que je fais à Montpellier me passionne parce que tout à coup, travaillant sur la mobilité, c'est-à-dire comment les gens qui habitent à 30 bornes, ils ont acheté une maison à 30 bornes, ça fait 20 ans, c'est pas des méchants de venir en voiture, comme les gens qui ici viennent en bagnole dans le centre ou dans une zone d'activité de Toulouse, c'est pas des méchants, ils se sont organisés pour ça à une époque, et ça peut plus durer. Donc ça, il faut réussir à l'accompagner. D'où le fait de faire une nouvelle ligne de tram, de faire des nouveaux bus à haut niveau de service, de prendre sur les rues, les voies principales qui sont blindées de voitures aujourd'hui, de prendre des longueurs complètes pour les bus en faisant fi. Oui, il y aura des bouchons, mais si le bus passe beaucoup plus vite comme à Nantes, si le bus double toutes les voitures, eh bien on prendra le bus. Et c'est une obligation, c'est pas de la dictature, c'est une obligation, faut que ça bouge. Et puis à Montpellier, on travaille beaucoup sur les vélos, comme ça a été fait à Bordeaux. Donc c'est cette alchimie-là, comment on fait évoluer peu à peu la mobilité, comment on fait de la mobilité le vecteur de qualification des espaces, et pas simplement je fais cette rue-là parce que ceci, puis celle-là parce que cela, mais on s'organise pour que tout à coup le projet devienne celui-là, et c'est celui-là qui va transformer la ville et son confort. Moi, ça me passionne, cette histoire-là, et ça me paraît très juste. Après, derrière, il y a une chose qui est aussi essentielle et dont tu as parlé, c'est que où est-ce qu'on met l'argent? Et ce qui me paraît encore, parce qu'on est dans un monde réel, et dans les collectivités, on sait très facilement, même une petite collectivité qui n'a pas d'argent, elle sait très bien mettre 500 000 euros pour faire un rond-point, dont on n'a rien à cirer, non, comme on dit, foutre. C'est pareil, hein. On n'en a rien à cirer, mais on met 500 000 euros. Alors qu'ailleurs, elle ne fera rien, ou elle mettra du mobilier urbain rouge et puis des pavés formidables sous les bagnoles. Comme ça, l'huile des voitures va couler sur les pavés qu'elle aura mis. Donc, où est-ce qu'on met l'argent? Et dans les grandes collectivités, comme la métropole de Toulouse, que je ne connais pas suffisamment, mais j'en connais bien d'autres, on met encore trop d'argent dans des endroits qui sont contraires à ce vers quoi il faut aller aujourd'hui. Et c'est très politique, cette histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas normal qu'on continue à faire des contournements, qu'on continue. On n'arrive pas à trouver 200 000 euros pour faire un truc là, ou 1 million d'euros pour faire un gros truc là-bas, et on va trouver 120 000, 12 millions d'euros pour faire un grand machin comme ça. Alors que ce grand machin continue à faire aller les villes dans un sens qui est contraire à ce qui a été voté, à ce que tout le monde dit dans le monde entier, etc. Donc là, où est-ce qu'on met l'argent, pour moi, est très, très important. À un moment, on a mis beaucoup d'argent dans les banlieues à Lyon, et il fallait le faire. On a mis autant d'argent dans les banlieues, dans les quartiers de grands ensembles, qu'on en a mis ailleurs. Et on a beaucoup veillé à ça avec Henri Chabert.
Oui, tu dis beaucoup aussi qu'en effet, les collectivités n'ont pas une stratégie financière très claire, que souvent c'est les projets qui sont dans les cartons qui sortent. Aucune illusion et aucune allusion à une situation que l'on pourrait Ouais, connaître. Et, et qu'en effet, alors que c'est quand même l'apanage du politique, d'afficher clairement quelles sont ses priorités et sa ouais. stratégie financière. Bah, je trouve que la politique, c'est fait pour décider, pas tout seul, mais pour décider collectivement ou pour la collectivité, puisqu'on les élit, les élus. Euh, Où est-ce qu'on va mettre l'argent? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est prioritaire dans les années qui vont venir? Et donc, c'est fait pour ça. Et donc, l'argent, là où va l'argent, c'est la conséquence de ce choix, de l'objectif qu'on se donne, hein, du chemin qu'on veut faire. Et après, on s'organise pour y arriver, y compris les services, la décision, tout ça, la concertation, on l'organise. Et on fait les projets qu'il faut, on fait appel à qui il faut, des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études, etc. Mais déjà, ce qui se passe trop souvent, c'est que il y a un service qui a fait un projet, ça fait 10 ans, puis les élus changent. Ils se disent, bah, tiens, je vais le remettre sur la table. Et ce qui est incroyable, c'est que ça marche. Pour moi, c'est incroyable. Alors, tu parlais de mon pragmatisme. Oui, je suis pragmatique. C'est que je me dis, mais comment ça peut marcher? Alors, ça ne marche pas toujours. Hein. Évidemment, il y a des élus qui prennent la main là-dessus. Mais il y en a qui se font avoir, notamment au début. Et je crois qu'il y a une vraie responsabilité. Il y a une responsabilité du public, et notamment des assos, des gens qui sont impliqués, pour mettre le doigt sur ce qui est le plus important. Il y a une responsabilité des élus pour entendre, comprendre ce qui se passe et choisir les bons objectifs par rapport à ce moment-là. On n'est pas 20 ans en arrière et on n'est pas dans 20 ans. On est aujourd'hui, dans des circonstances. Donc il y a une responsabilité des élus là-dessus, et il y a une responsabilité de l'administration, et puis des gens qui bossent pour elle, comme moi ou comme toi, de faire que ces projets-là aboutissent, et dans de bonnes conditions à tous égards. Voilà, donc Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'argent aujourd'hui. Mais si, il y a de l'argent. Oh là 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 là, ça c'est ce qu'on dit. Mais quand on voit les budgets des collectivités, il y a beaucoup d'argent. Non, mais franchement, moi, j'ai un peu l'habitude maintenant. Hein. Je te montrerai, on regardera un budget, et puis tu vas voir. Il y a plein d'argent, mais il y a beaucoup d'argent qui est mis sur des trucs qui ne correspondent à aucune vision, qui correspondent à aucun choix, qui sont simplement reconduits d'un mandat à un autre ou d'une année à une autre. Donc, quand j'ai travaillé en Amérique latine, là-bas, il n'y a pas d'argent, où l'argent il est privé, il n'y a pas d'argent public. Ben, malgré tout, il faut faire avec ce qu'il y a. Et il faut, si possible, emmener l'argent privé sur des intérêts publics. Ici, il y a beaucoup d'argent public. Il y en a moins qu'avant. C'est peut-être heureux, d'ailleurs, à certains égards, parce que parfois, il ne faut pas trop en faire non plus. Hein. Mais il y a encore beaucoup d'argent. Il faut simplement le mettre au bon endroit. Il faut bien choisir l'endroit où on le met. Et puis, il ne faut pas... ça me fait penser à un moment, on faisait tous les projets lyonnais à des coûts au mètre carré qui étaient très importants. Mais on débarquait, on commençait, donc on a appris. Et moi, en apprenant, dans les banlieues, c'était moins cher, mais on avait des étendues. Un quartier qui s'appelle la Darnèse, c'est 5 hectares. Donc 5 hectares, ce n'est pas 3000 mètres carrés. Hein. Et on ne peut pas mettre sur 5 hectares le même prix au mètre carré que sur la place centrale de Toulouse. Mais peu à peu, j'ai compris dans mon métier, parce que j'ai appris, qu'on n'était pas, parfois, faire les choses, ce n'était pas les transformer complètement. C'était juste leur apporter ce qu'il fallait. Parfois, j'ai appris qu'il fallait mettre beaucoup d'argent à certains endroits et très peu à d'autres. Et ce n'est pas très peu à d'autres parce qu'ils sont moins importants. Ce n'est pas qu'on ne veut pas les améliorer. Mais on n'est pas obligé de mettre du granit partout. Toute ressemblance avec une ville existante ne serait que fortuite.
On n'est pas obligé d'être à plus de 1 000 euros du mètre carré. Il y a plein de choses qu'on peut faire moins cher. Alors évidemment, il y a les réseaux, il y a tout ça en dessous, mais qu'importe. On a en magasin, si je puis dire, il y a des choses auxquelles on ne pense pas, c'est que, et c'est un truc que je trouve très français, c'est qu'on n'entretient pas, et du coup les choses se dégradent. Quand elles sont dégradées, on les démolit et on les refait, que ce soit pour un bâtiment ou pour un espace. Et moi je dis que l'entretien fait partie des méthodes d'amélioration d'un territoire. Et il y a des endroits où il faut mieux entretenir, mieux balayer, entretenir les arbres, entretenir les bancs. Quand ils sont un peu dégradés, ben on change les lattes, et puis c'est rien, ça coûte rien. Alors que refaire complètement un truc, mais ça on sait faire, parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans une question financière, mais c'est beaucoup plus compliqué d'entretenir que de démolir et de refaire. Mais aujourd'hui, y compris avec cette histoire de transition écologique, moi, il y a des endroits, à chaque fois, quand je parle des qualités tout à l'heure, allez voir les qualités, voyez ce qu'il faut transformer, voyez ce qu'il faut garder, et ne partons pas de cette idée que tout va mal et qu'il faut tout refaire. Alors, ça t'en parle beaucoup du fait d'arriver à travailler avec l'existant, d'être dans le frugal, ce qui est assez tendance. Et de fait, il y a des exemples assez concluants sur que tu as mené, que ce soit sur Saint-Étienne, sur les abords du stade Geoffroy, avec des coûts assez faibles, que ce soit sur Montreuil, avec les micro-espaces qui, aujourd'hui, sont poursuivis avec une politique assez intéressante que tu as initiée de plein de petites opérations. Quand on est sur Paris, on peut se féliciter de la manière dont ils ont transformé la rive gauche très rapidement. Mais en même temps, qu'est-ce que tu penses de l'histoire des places parisiennes où finalement on a presque l'impression que c'est devenu, que cette idée de cet appel à la frugalité est devenue presque un cache-sexe d'une absence de politique à un moment. Est-ce qu'il n'y a pas une dérive de ce thème-là, qui est pourtant très important, de la frugalité et de mettre les moyens aux bons endroits? Les moyens au bon endroit, ça reste vrai pour moi. Je pense que l'idée était bonne, mais la réalisation, elle n'est pas à la hauteur. Les projets ne sont pas à la hauteur. Je passais place Gambetta à Paris. Je me suis dit, c'est pas vrai qu'ils ont fait ça. En fait, il y a un moment donné, quand vous faites pas cher, ça ne veut pas dire qu'il faut faire mal. Hein, si les gens, quand vous dites, on va faire pas cher, on fait une belle séance de concertation comme ici, de toute façon, on ne vous a pas écouté. Donc, c'est ma dernière réponse avant qu'on ne vous écoute. Quand on passe là-bas, on se dit, mais c'est moins bien qu'avant. Donc là, il y a un problème. Il y a d'autres endroits où c'est mieux qu'avant, comme la place de la Nation. Mais il y a des endroits où c'est moins bien. Donc le fait de faire moins cher ne veut pas dire de faire mal. Et il faut être d'autant plus subtil. Il faut que les archis ou les paysagistes ou les designers soient d'autant meilleurs qu'on a moins d'argent. Donc c'est pas la qualité des matériaux, c'est pas la qualité du mobilier ou de telle autre chose, c'est la subtilité qui va faire la qualité. Et donc, je crois que l'idée était bonne, mais son systématisme a abouti à un appauvrissement réel. Et c'est venu en contre-pied de la place de la République à Paris, qui est, pour le coup, du sol au plafond, c'est du granit. Alors, il y a toujours des voiries. J'ai compté qu'il y avait quand même 8 fils de circulation entre les façades et puis la partie centrale. Donc, je peux vous dire que moi, j'habite dans le coin. Quand il faut traverser, il faut vous y regarder à 2 fois. Et pourtant, c'est du granit partout. Et ça... Les dalles, c'est pas tout à fait du granit. C'est du préfabriqué qui s'abîme d'ailleurs. Non, c'est pas... Je te jure. Enfin, en tout cas... Mais il y a beaucoup de granit, ça coûte très cher. En tout cas, c'est vraiment... Voilà. Donc, eu égard à ça, Anne Hidalgo a demandé à ce qu'on revoie... Enfin, il revoie la copie. Mais simplement, quand on fait moins cher, il faut être très attentif à la qualité de la conception, en fait. Alors moi, j'aimerais bien que vous commenciez... Je vais poser la question d'abord à mademoiselle. J'aimerais bien que vous commenciez à poser des questions et vous pouvez y compris discuter entre vous. Vous avez commencé à discuter avec moi tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Je vous passe le micro et puis après, voilà.
pas d'inconvénient. Ah ben non, c'était la règle du jeu, donc on y va. Alors, on avait commencé à parler de l'association Rallumons l'étoile, donc c'est à ce titre que je parle aujourd'hui, parce que j'ai une autre casquette de fonctionnaire territorial, donc j'essaie de ne pas mélanger les deux. Rallumons l'étoile, c'est une association qui existe depuis 2 ans aujourd'hui à Toulouse. Je ne sais pas si certains la connaissent ou certains ne la connaissent pas. Elle promeut la mise en œuvre d'un RER toulousain en faisant le constat qu'aujourd'hui, il y a un gros problème de mobilité à Toulouse. Pardon, il faut que je respire un petit peu. Donner de l'eau. Tu t'attendais pas à faire la promotion. Ouais, ça sera un petit peu mieux. Et après, levez-vous quand vous avez quelque chose à dire. Donc voilà. L'idée de l'association, ça fait aussi écho à pas mal de choses que vous avez dites. Aujourd'hui, ce qu'on voit à Toulouse, c'est qu'il y a quand même des problèmes de congestion énormes et qu'on est une grande agglomération qui accueille plus de 15 000 habitants par an et qu'on se dit quand même tous que ça ne peut pas durer. Quand on regarde un peu ce qui se fait ailleurs, toutes les grandes villes en Europe d'1 million d'habitants, il y a des systèmes de RER. Alors nous, ce qu'on a appelé RER, on a repris le terme parisien, ça ne fait pas forcément rêver, mais en même temps, ça dit bien ce que c'est. Ça dit des trains de grande capacité qui circulent de tôt le matin à tard le soir, week-end compris, avec des fréquences très acceptables, demi-heure, quart d'heure parfois, peut-être à l'heure pour commencer. Et puis aussi qui traversent l'agglomération, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas terminus en gare centrale, ce qui fait qu'elles ne saturent pas la gare centrale et que c'est plus efficace pour l'intermodalité en gare centrale. Donc voilà, ça c'est le constat de base. Et là-dessus, plusieurs choses. La première, c'est de créer un consensus très large. Et donc on rassemble, après 2 ans d'existence, plus de 800 adhérents individuels. Si vous voulez adhérer, j'ai toujours des petits cartons d'adhésion sur moi. Et... Alors entre le bouquin et puis le bulletin d'adhésion, vous allez repartir avec moi chargé de... Moi, j'ai rien à vendre. Hein. Tu as aussi quelque chose? Non. Des adhérents individuels, évidemment, parce que les citoyens sont usagers ou pas des transports en commun sont les premiers concernés. Des communes, parce qu'aujourd'hui, des élus et des maires qui ont des gares sur leur commune ou qui ont des voies ferrées, mais qui ne voient pas passer beaucoup de trains, ou en tout cas pas suffisamment, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, dans les 24 ou 25 communes, je peux citer au nord, Grenade, Fronton, Castelnau, Lespinasse, Aucanville, au sud, côté Sicoval, Ramonville, La Beige, Escalquens, Audars, les petites comme Issus ou Noailles qui sont juste à côté de Venerque. On a Pinjustaret et Pinsaguel qui ont adhéré. Bon, voilà, vous irez voir sur le site pour toutes les avoir. On a des entreprises qui ont adhéré. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est quand même que les entreprises, elles payent le versement transport sur le salaire de leurs employés. Et celles qui sont dans l'hypercentre, tout va très bien, mais dès qu'elles sont un petit peu éloignées, en fait, il y a un bus par jour et c'est quand même très compliqué. Donc l'idée, c'est de dire, soutenez, donnez votre avis sur les modes de transport. Et aujourd'hui, le MEDEF Haute-Garonne a adhéré à l'association. Et l'association Réseau d'Eurocentre, c'est l'association qui regroupe tous les employeurs d'Eurocentre, parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, parce que les gens n'arrivent pas à accéder à l'emploi. Donc il y a une vraie question sur la mobilité. Et évidemment, on a des associations de pieds de roue, des associations de quartier qui soutiennent. La méthode, c'est pragmatisme et ambition. Et du coup, c'est en ça que je trouve que ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Pour faire un RER, il faut une très grande ambition. C'est pas en faisant des petits trucs par-ci par-là et en dépensant beaucoup d'argent ponctuellement qu'on construit un réseau solide. Donc l'ambition, elle doit y être. Mais il faut avancer de manière pragmatique et faire des choses concrètes. Et aujourd'hui, nous, on identifie 3 choses assez simples à mettre en œuvre d'ici 2 ans. La première, c'est un ticket unique. Et là, on ne touche pas aux voies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème technique. Le ticket unique, ça veut dire pouvoir, avec un ticket de RER, faire Toulouse-Muret, Toulouse-Lespinasse, et ensuite enchaîner sur un bus ou un métro, et avoir une simplicité d'utilisation du système. Le deuxième, c'est de faire circuler les trains le soir et le week-end. Les trains que vous avez déjà, sur des voies que vous avez déjà, il faut un petit peu payer le chauffeur et un petit peu payer l'entretien du train et des voies, mais ce n'est pas le plus cher. Et ensuite, on dit que sur la ligne Castelnau-Baziège, c'est-à-dire Montauban, Castelnau-Darry, assez rapidement, on peut mettre des trains traversants qui ne sont pas terminus à Matavio et du coup augmenter la fréquence. Donc voilà, l'ambition, le pragmatisme pour avancer. En ce moment, on lance samedi dernier, vous avez peut-être vu passer, on a affrété un train sur cette fameuse ligne Castelnau-Baziège. Ouais, ils sont ambitieux. Pour faire la démonstration, on avait 200 personnes dans le train. La petite vidéo va sortir soit demain, soit lundi. Vous pourrez regarder. Et en ce moment, on a une campagne qui s'appelle Je vote RER. En 2020, Je vote RER. Il y a un site internet, jevoterer.fr. Et l'idée, c'est que 100% des candidats dans 100% des communes de la grande agglomération toulousaine soient pro-RER. Pour qu'après les élections,
Parce que nous aussi, on croit aux élus et à la volonté politique. On se vit comme un aiguillon, mais à eux de prendre la main. Et l'idée, c'est qu'après les élections, il y ait aussi un projet de R qui soit fortement porté dans les instances dans lesquelles siégeront ces élus. Aujourd'hui, de mémoire, on a 70 listes qui ont signé le manifeste dans une quarantaine de communes, je pense. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Donc, oui, je ne sais plus ce que je voulais ajouter. Oui, je crois beaucoup. À un moment, il faut bosser. À un moment, il faut voter. À un moment, il faut décider. À un moment, il faut bosser. Mais c'est très important de jamais perdre le contact avec toutes ces initiatives qui nourrissent, au fond, une réflexion. Et donc, on ne peut pas rester entre nous. Moi, je suis urbaniste, je travaille pour une ville, des villes, mais on ne peut pas rester entre nous, entre services, urbanistes, AMO, comme on dit, assistant à maîtrise d'ouvrage, et puis élus. Il y a toute cette énergie-là. Parfois, on peut être contre, hein, on peut ne pas être d'accord, hein, c'est normal. Là encore, tout n'est pas possible, mais c'est très important d'entendre ce qui se passe ailleurs et ce que d'autres racontent. Alors, d'autres questions. Vous les deux, là, les deux jeunes, là, j'ai vu que vous aviez des choses à... Allez, faut y aller. Sur quoi donc? Vous pouvez parler de ce dont vous m'avez parlé tout à l'heure sur les végétaux. Ah oui, je vous ai parlé tout à l'heure de mon oncle qui est paysagiste à Lyon et qu'on connaît tous les deux. Enfin, moi de fait, forcément. Ah, c'est vrai. Assez bien, ouais. Et qui a une approche par le respect du vivant et par une posture absolument pas dominante sur ce qu'il crée, ce qu'il essaye de guider, y compris dans l'espace public. Il a aussi eu des boulots de concertation que je crois vous connaissez, qui travaillaient aussi sur cet échange-là, autant avec les usagers qu'avec la réalité du service technique. Moi, je me souviens que moi, je suis urbaniste à l'agence d'urbanisme de Toulouse. Et un jour, il m'a dit, il travaillait beaucoup sur des espaces périurbains. Et un jour, il m'a dit, les paysagistes crachent beaucoup sur les services techniques où c'est toujours compliqué de se comprendre. Et en même temps, moi, je commence par aller les voir pour connaître, par exemple, quand je travaille dans le périurbain, la largeur de leurs machines. Parce que si je fais des espaces qui font 1,3 fois la largeur de leur machine, ils vont jamais arriver à les entretenir. Et donc, j'essaye de comprendre comment ils travaillent avec quels outils et quelles contraintes, histoire de ne pas leur sortir des solutions qui soient complètement à côté de leur réalité quotidienne. Et moi, ça me sert tous les jours dans le travail que je fais de l'avoir entendu me dire ça, parce que j'y pense souvent, en fait, quand on discute avec les services de la métropole sur les différents projets sur lesquels on travaille. Vous n'aviez rien à dire, mais vous en êtes sorti quand même. Oui, ça me fait. C'est un peu aussi une réponse à une de tes questions. C'est que c'est moins prestigieux de construire quelque chose avec les gens qui sont en place, mais c'est très productif. En plus, c'est productif et ça continue. C'est-à-dire que pour moi, c'est important que ce qu'on construit durant le temps où je suis là, moi, je suis toujours de passage. Puis tout le monde est de passage, sauf que moi, j'en suis absolument persuadé. Donc je suis de passage, donc le temps que je passe dans une ville ou sur un territoire, j'essaie de faire que les choses puissent continuer derrière, sans moi, pas pour faire ce que j'aurais dit qu'il fallait faire, mais pour que les gens continuent à réfléchir et continuent à faire derrière. Et c'est ça qui, tu vois, ça répond à... Lyon était une époque, maintenant c'est d'autres conditions, et je pense que les deux me vont bien, tu vois. Et en même temps, ce qu'on constate, c'est que quand même, cette double lecture, cette double méthode, elle n'est pas appliquée de la même manière au centre-ville des métropoles que sur les pôles urbains. Alors on parle du RER, des interconnexions avec l'arrivée des arènes chez nous, des argoulés, etc. C'est ça aussi qui est un peu gênant. C'est que si à l'arrière, on appliquait la même méthode, et je dirais c'est même... ouverture d'esprit partout, mais en fait, est-ce que ça ne crée pas une ville et des espaces publics à deux vitesses avec finalement, et à Bordeaux c'était quand même le cas, des très gros projets, très grosse maîtrise d'ouvrage, très grosse maîtrise d'œuvre sur les espaces centraux, et puis après on va dire qu'on est plus pragmatique sur la périphérie. Il y a des grands projets parce qu'il y a des voies il y a des rues
qui aujourd'hui sont des voies qui font 1,5 km, c'est quand même des gros trucs. Hein. Mais je ne dis pas que je suis d'accord avec ce qui se passe ici. J'ai pris le métro. Non, je ne te parle pas pour Toulouse spécialement, mais, je te dis globalement. Hein, j'ai pris le métro à Rennes tout à l'heure. Je me suis dit, bah dis donc, le client, on le voit venir avec je ne sais pas comment. Pour arriver au métro ou au tram, il faut passer par des parkings. Les trucs sont très improbables. Et je me suis dit, bah, le client, il n'est pas vraiment bien servi. Donc je suis d'accord avec toi, hein, c'est que je parle de mon métier, comment je l'exerce. Ça ne veut pas dire que tout le monde exerce de cette même façon. Et je pense qu'aux arènes, il y a un sacré boulot pour en faire un lieu urbain, ce qui n'est pas du tout. Aujourd'hui, il y a une collection de fonctions. Il y a un tram, il y a un train, il y a un métro, pardon. Et puis il y a des parkings. Et puis pour aller de l'un à l'autre, vous passez au milieu des parkings. Les villes, on doit être soigneux, on doit prendre soin des gens qui vont de l'un à l'autre. Si on veut qu'ils prennent vraiment le métro, ou alors, il y a ceux qui ne peuvent pas faire autrement, mais peu à peu, il faut absolument qu'on apporte de la qualité, de manière à ce que les gens fassent plus aisément, plus volontiers, l'évolution qui est obligatoire. Et donc, ça en fait partie, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Et il y a bien d'autres endroits ailleurs qu'à Toulouse aussi. Alors, je regarde qui aurait une question là-bas. Merci. Vous avez dit que vous étiez pragmatique dans la manière dont vous abordez l'espace public et l'urbanisme en général. Comment vous prenez en compte finalement les enjeux du réchauffement climatique ? Ce que vous avez fait à Bordeaux, comment vous avez travaillé finalement pour intégrer ces nouveaux enjeux qui sont urgents de régler aujourd'hui? Je ne vais absolument pas. Je ne vais pas vous donner une réponse globale parce que je pense que beaucoup des réponses viendront plutôt de vous que de moi. Je m'explique. Moi, quand j'essaie de convaincre actuellement qu'il faut complètement transformer la mobilité à l'échelle d'une métropole, ça, c'est quelque chose sur lequel je peux intervenir. Quand je dis qu'il faut systématiquement planter des arbres, c'est un truc sur lequel je peux intervenir. Déjà, sur les matériaux, c'est plus compliqué. Les matériaux biosourcés, etc., c'est plus compliqué. Et puis, il y a plein de choses que je ne connais pas. Mais ce que je sais aujourd'hui, et qui n'existait pas, ça fait 20 ans, c'est qu'il y a plein de gens qui sont devenus très bons là-dedans. Simplement, il ne faut pas qu'ils restent dans leur truc. Il faut que ça atterrisse dans les projets. Il faut que ça atterrisse dans les choix, dans les réflexions. Et donc moi, si j'ai besoin, si je ne sais pas, je vais demander à quelqu'un qui connaît. Il y a des gens qui sont très bons là-dedans et puis qui peuvent nous accompagner. Moi, je fais un métier à un certain niveau et d'une certaine façon, mais je ne sais pas tout. Et je pense que les jeunes, j'ai 3 filles en fait, hein, et il y en a 2 qui sont bien meilleures que moi sur notamment les questions que vous posez là. Moi, je le fais à ma manière. Et de manière, là encore, le pragmatisme, c'est pas non plus, il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Il y a aussi un peu le rêve, hein, on pourrait en parler du rêve. Hein. Donc, le fait, systématiquement, on ne peut pas ne pas planter d'arbres. Là, il y a un espace, on plante un arbre. Au pied, on va mettre 2 ou 3 chaises, et puis du coup, ça fait un lieu. Et puis, on ne fait pas une rue sans mettre d'arbres. Ça fait moins de voitures en stationnement, tant pis. Mais il y aura des arbres. Ça fait moins de voitures en stationnement. Mais ça, on le vit tous les jours. Hein. Je ne sais pas, il doit y avoir des professionnels ici. Cette question-là, quand vous faites une rue, vous avez toujours la négociation entre le nombre de places de stationnement et puis les arbres. Et en plus, les arbres, on les met dans des espèces de petits trucs. Et puis au bout de 10 ans, ils sont toujours gros comme ça. Donc non, c'est pas. Moi, je le fais de cette façon. Je le fais dans le fait de dire aujourd'hui, le sujet, c'est plus l'espace public comme objectif. L'espace public est un levier, mais l'objectif, c'est plus ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. L'objectif, c'est qu'il faut que les villes évoluent sur un certain nombre de sujets, dont la mobilité, dont ce que vous dites des ressources, du développement durable, enfin toutes ces questions. Mais il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi.
Et je n'ai aucune envie d'avoir réponse à tout, parce que ça voudrait dire que j'ai vraiment tout faux. Oui. Bonjour. Je reviens parce que vous avez dit donc vous êtes de Paris et que vous êtes optimiste. Alors moi je suis pas du tout spécialiste, hein, je suis citoyenne intéressée par l'urbanisme. Je suis très étonnée qu'on en parle si peu des Jeux Olympiques et des aménagements qui sont donc faits pour cet événement. Il n'y a pas de débat, ou alors je ne les suis pas, évidemment je suis ici, hein, donc mais je suis vraiment très étonnée. Donc ma question, est-ce que vous pensez que, d'après ce que vous savez des projets prévus, que ce serait un bienfait pour Paris et sa région? Merci. Bon, j'ai dit que j'habitais Paris, mais je vais rajouter que je suis né à Chablis. C'est important parce que quand vous dites que vous habitez Paris en province, tout de suite encore un parigot. Et donc je suis à Paris 3 jours par semaine, tout le reste je suis à Grenoble, à Montpellier ou ailleurs. Voilà, mais c'est important parce que je ne suis pas un Parisien arc-bouté sur sa ville. En fait, j'ai un avis, mais je ne sais pas s'il est important de le donner. Pardon, excusez-moi. C'est un peu comme cette histoire des choix financiers. À un moment donné, les Jeux Olympiques, alors on va vous dire, ouais, c'est une chance formidable. Bon, il y a plein de gens qui peuvent avoir un avis là-dessus, aussi fondé que le mien, ou plus fondé que le mien. Ah oui. Moi, je trouve que c'est très bien de continuer de développer les transports publics à Paris. Je pense qu'il faut qu'on calme le jeu, parce que ça fait des sommes astronomiques, et que là, pour le coup, on ne compte pas. C'est ça qui est incroyable, c'est que quand on fait des lignes de transport, on ne compte pas. À Paris, ailleurs, on compte. Hein. Ici, on compte. Hein. Mais à Paris, on ne compte pas. Et quand les Jeux Olympiques arrivent, on ne compte pas. On dit, oui, mais ça va développer ceci, ça va développer cela. Les expériences faites ailleurs ne sont pas aussi optimistes. Et pourtant, je suis un optimiste, comme on vous l'a dit. Hein. Donc, je suis un peu réservé, mais ça me dépasse, en fait. Hein. Moi, à titre personnel, je suis pas j'aime bien, au fond, et puis j'aime pas les grands machins. J'ai fait un article là-dedans, dans cet excellent livre, que vous trouverez à la sortie. J'ai fait un article sur la Philharmonie de Paris. Mais ça participe de cette discussion qu'on a. Moi, j'ai été atterré de voir que la Philharmonie est passée, je crois, je ne vais pas dire, j'ai les chiffres là-dedans, mais je ne les ai plus en tête, je crois. Ça doit être de 150 millions à 380 millions, que le budget de pleine commune, c'est Saint-Denis, La Courneuve, Aubervilliers, rien que des noms qui chantent, hein, etc. Saint-Ouen, donc c'est 9 communes, je veux dire, qui sont très attachantes, mais simplement, les problèmes, ils savent ce que c'est. Et le budget de pleine commune, dont le président est Patrick Braouzek, c'est 94 millions. Donc le budget de la Philharmonie, c'est plus de 3 fois le budget de pleine commune sur plus d'un an. J'ai plus les chiffres sont dans cet excellent bouquin. Donc ça, pour moi, ça me choque. En tant que personne, ça me choque. Et on arrive très facilement, et ça aussi c'est choquant dans mon métier, c'est que vous avez quelqu'un qui arrive avec un grand projet, et tout à coup, ouais, super, toutes les portes s'ouvrent. Pas forcément longtemps, vous me direz, mais au début, elles s'ouvrent. Et puis après, vous arrivez avec vos petits projets qui pourtant sont à l'échelle, et puis parlent de tous les quartiers, parlent de choses qui sont d'aujourd'hui. Là, c'est plus compliqué, parce que c'est comme la gestion. La gestion, c'est plus compliqué que de démolir et de reconstruire. Et donc, j'ai fait un article en disant que j'étais contre, il faut le dire à un certain moment, j'étais contre Europacité. Ce n'est pas grâce à moi, mais Europacité a été supprimée. Parce que dans le même temps, on va, à grand renfort,
d'énergie, de finances, essayer de conforter ou de même de garder le commerce dans les quartiers. Et puis en même temps, on met un monstre qui va vider tous les commerces de tout le territoire nord-est de l'agglomération parisienne. Donc on fait n'importe quoi. Et donc, il faut avoir une opinion. J'en ai une. En plus, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, cette histoire-là. Hein. Je travaille actuellement sur une commune qui s'appelle Tonnerre, qui est une petite ville. Et les commerces du centre sont fermés. Et puis, naturellement, vous avez plusieurs super à l'extérieur qui ont vidé le centre. Et après, on va pleurer parce qu'il n'y a plus de commerce dans le centre. Donc, on est dans ces trucs-là. Il y a un moment, il faut quand même se les dire et les dire entre nous. Et donc, pour en revenir à la Philharmonie, après, je reviendrai au JO. Pour en revenir à la Philharmonie, d'abord, le coût est incroyable, pour moi, insupportable. Le fait en plus que le projet de l'architecte du début soit multiplié par 3, alors il a plein de raisons pour dire que c'est pas lui, mais en tout cas, quand vous avez, c'est pas le même projet quand vous faites un projet à 100 millions et un projet à 300 millions. Sauf que le projet de 100 millions est devenu 300 millions. Si vous avez 300 millions, vous ne faites pas le même projet qu'avec 100 millions. Dans votre utilisation de l'argent, chez vous, si vous avez 300 €, vous ne faites pas les mêmes choses qu'à 100 €, quoi. Donc ça m'a écœuré, je dois dire. Donc il y a parfois une responsabilité aussi des maîtres d'œuvre auxquels j'appartiens. Hein. Et en plus, je me suis dit, mais est-ce que Paris a besoin d'une philharmonie ? Il y a des endroits où il y a besoin de faire des grandes opérations comme ça, mais Paris, des monuments, des équipements, il y en a partout. Il y avait de très bonnes salles. Bon, elles ne sont pas aussi parfaites que la philharmonie. Bon, tant pis. À quoi ça rime de mettre autant d'argent sur ce projet ? Pour moi, et j'aime beaucoup la musique, hein, ce n'est pas la question, mais ça ne rime à rien. Est-ce que c'est le sujet d'aujourd'hui ? C'est aussi ça. Alors, il faut du rêve. Donc, je ne pense pas qu'il faut toujours instrumentaliser les projets, les réalisations, les choix, etc., les budgets. Mais je me dis que les 380 millions de la Philharmonie, vous les auriez donnés, d'ailleurs je l'ai mis là-dedans, vous les auriez donnés à des compagnies de théâtre, à des compagnies de musique ou à des orchestres, de manière à ce qu'elles tournent, de manière à ce qu'elles mettent en place, en œuvre les projets qu'elles ont. Elles en ont beaucoup. Eh bien, ça aurait eu un sacré effet. Et là, ce qui se trouve, c'est que, comme souvent dans les grands équipements, du coup, le grand équipement existant, il va essayer de se crédibiliser vis-à-vis des quartiers autour, des villes autour, comme Pantin, en allant dans les grands ensembles, pour dire qu'il n'est pas simplement un grand équipement pour les gens qui vont écouter de la musique de haut vol. Bon, il y avait des très belles salles à Paris. Hein, donc voilà, moi je pense que ça se discute. Mais on peut ne pas être d'accord avec moi. Mais en tout cas, moi je donne mon point de vue. Et sur les JO, je pense qu'il n'est pas normal, en général, qu'on ne sorte pas l'argent qu'il faut pour faire ce qu'on doit faire, mais qu'on ne le sorte que à ces occasions-là. Ce dont je rêverais, c'est que ces choix-là, on les fasse, même quand il n'y a pas les JO. On va essayer de conclure, puisqu'on arrive à la fin de notre session. Je ne sais pas s'il y a une intervention encore pour... J'aimerais poser... Je vais être concis. J'aimerais poser la question du débat public et de la concertation, de la co-construction, un retour. Là, je suis dans la liste Archipel, mais c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, parce que c'est ce qui fonde la liste. Et donc, on aimerait avoir le retour d'un professionnel sur comment se construit et quels sont les pièges. Et, concis, ça va être dur, mais quand même un petit mot. Ça va être dur, hein. Un petit mot sur ça. On en aurait besoin. Ce que je voudrais dire, c'est que, en effet, j'ai dit un peu tout à l'heure, à un moment, il faut mettre les choses sur la table, puis après, peu à peu, il faut guider. Parce que sinon, vous pouvez passer... Alors, je sais que vous avez mis quand même un certain nombre de mois
fixer votre liste. Moi, j'avais été appelé dans une commune qui faisait de la concertation depuis 3 ans et qui n'avait rien produit. C'est-à-dire que la concertation, à un moment, il faut qu'on passe à l'acte. Il faut, à un moment, on s'interroge, on regarde, mais à un moment, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui dise, bon, par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à ce dont on dispose, eh bien, on se revoit dans tant de temps et je vais vous faire, ou on va vous faire des propositions concrètes. Et la concertation, elle rentre pour moi, elle rentre dans un planning. Et si on ne la fait pas rentrer dans un planning, on se retrouve avec des trucs qui n'en finissent pas. Et au bout d'un moment, ça décrédibilise la concertation. Les gens, ça les ennuie. Alors que ça peut être très riche. Moi, j'aime bien quand on discute comme ça. On pourrait faire, si on était sur un projet, j'avais fait ça à Saint-Denis lorsque j'étais j'étais urbaniste du centre-ville. Il y avait un groupe qui était peut-être la moitié moins qu'ici, de gens qui étaient des volontaires. Et on a travaillé pendant 1 an. Et au fur et à mesure au début, on a partagé le diagnostic. Après, j'ai commencé à faire avec les services des propositions. Et du coup, je revenais voir les gens avec des propositions, mais chaque fois pour qu'ils les comprennent. C'est-à-dire que l'objet, ce n'est pas de mettre les gens à distance. Si on veut faire de la concertation, il faut qu'on comprenne tous la même chose. Donc, par exemple, les dessins, il faut que les dessins soient compréhensibles. Il ne faut pas que ce soit des dessins hyper compliqués pour architectes ou urbanistes comme moi. Non, il faut que ce soit des trucs que tout le monde peut comprendre. Et puis les problématiques, il faut qu'on les comprenne. Quand il y a un fouillis, mon optimisme BA et pas complètement BA, quand il y a un fouillis dans des concepts, j'arrive toujours à trouver une manière de les tourner pour qu'on puisse s'y comprendre, voir un petit peu ce qui est important, ce qui ne l'est pas, et puis peu à peu avancer. Et donc de cette façon, alors c'était à Saint-Denis, mais de cette façon, il faut vraiment travailler. Et après, on se revoit. Les gens nous ont fait à Montpellier, sur un quartier qui s'appelle Figrolles, on a fait aussi de la concertation, avec le maire cette fois. Eh bien, au début, on a fait le diagnostic, y compris avec des visites sur place avec des groupes d'habitants. Après, on en a sorti l'analyse qu'on en faisait du quartier et des problèmes qu'il avait. On a rajouté toutes les demandes qui existaient sur le quartier et qui étaient dans les cartons des services. Et ça faisait une sorte de corpus et qu'on a territorialisé sur le plan. Et là, on est allé voir les gens en deuxième réunion en leur disant, bon, dans 3 mois, on a décidé de ce qu'on allait faire. Donc là, on est dans la deuxième réunion. Voilà le diagnostic et voilà tout ce qui est demandé. Et on va se revoir dans 15 jours, 3 semaines. On va vous dire, ben voilà les lieux sur lesquels on se propose d'intervenir. Donc on est retourné et on a en gros dit ce qu'on voulait faire. Les gens nous ont dit ça va, ça va pas. On a repris notre copie, on est reparti 1 mois et à la fin, on a dit voilà ce qu'on va faire. Est-ce que vous êtes d'accord ? On commence les travaux dans 3 mois et on finit dans 2 ans. Le problème d'une concertation non organisée dans le temps, c'est que ça part dans tous les sens. Et que s'il n'y a pas de travail en parallèle de la concertation, nous, on est des professionnels. Toi, tu es un professionnel, vous en êtes un, moi, j'en suis un. Donc, il y a des gens qui ne sont pas des professionnels. Ils ne demandent pas de faire le dessin du site. Ils demandent de travailler avec nous. Et nous, il faut qu'on assume notre professionnalisme. Pardon. Est-ce qu'on peut te laisser conclure sur cette idée d'assumer son professionnalisme ? Parce qu'il faudrait qu'on arrête. Je vais conclure. Vous êtes vraiment gentil d'être venu. Et ça m'a fait plaisir. Alors, j'espère que pour vous aussi. Mais voilà, moi, j'aime bien ces moments de discussion. Et c'est comme ça qu'on avance, et en se disant des choses qui ne sont pas toujours consensuelles. Et c'est bien comme ça. Merci. Merci à vous. Vous venez d'écouter Jean-Pierre Charbonneau à la librairie Ombre Blanche, jeudi 5 mars 2020, autour de la parution de son livre
Les aventures de Monsieur Urbain aux éditions L'Aube.